Alors, on se rappelle de la fermeture de notre sujet, la fermeture du détroit d'Ormuz, qui est une artère vitale du commerce énergétique mondial. Pour plus d'éclaircissements et d'explications sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Raouf Gaafar. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est l'importance déjà, l'importance stratégique du détroit d'Ormuz en matière, bien sûr, du transport d'énergie, surtout? Un 20% de la production mondiale de pétrole et de gaz passe par ce détroit. Une quarantaine de pourcents des engrais passent par ce détroit. Ne comptant rien d'autre, ça représente certainement un poids redoutable sur l'économie internationale. Et surtout quand on parle de... tout le monde se concentre sur le gaz et le pétrole et il oublie les engrais. L'Europe ne peut pas vivre sans engrais, donc ça représente encore une fois une pression terrible sur les cultivateurs et les paysans européens. Et juste ces deux pourcentages, nous voyons les répercussions, le prix hausse, et ça se reflète sur le prix de toutes les choses, c'est-à-dire le monde est sur chaque jour il y a un nouveau prix, non seulement pour le gaz, mais pour toutes les marchandises. Oui, surtout les matières essentielles. Absolument. La nourriture, etc. Les pays qui vont être, ou bien qui sont déjà vraiment affectés le plus, est-ce que ce sont les pays de la région, ou bien on parle de l'Est ou l'Ouest? Bon, les pays de la région, c'est-à-dire les producteurs, certainement ça va faire une grande différence avec eux parce que ça représente une source de revenus essentielle. Oui. La région, certainement. Et puis l'Europe. Je pense que l'Europe, l'Afrique et peut-être le monde arabe, et nous allons souffrir. Nous allons souffrir, je m'excuse. Et je peux remarquer que peut-être l'Asie, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'Inde, etc., ils ont des alternatives et ils ne vont pas souffrir tant que l'Europe et le monde arabe. La Russie possède du gaz et du pétrole, il possède, mais la Chine a besoin d'une très grande quantité d'énergie. Absolument. Il y a un contact avec l'Iran, non? Ils vont certainement trouver une solution. Premièrement, la Chine a la plus grande réserve de gaz et de pétrole qui peut la suffire au moins de 3 ans, ce qui est excessivement long. Et puis, ils ont déjà trouvé une alternative avec la Russie et maintenant, la Russie ne donne plus son pétrole et son gaz vers l'Europe, mais on dirige ça vers l'Inde et la Chine. Donc il y a des alternatives en tant que l'Europe a un grand problème et beaucoup d'autres pays auront le même problème. C'est malheureux, mais voilà. Un impact immédiat, il s'agit de l'annonce, si jamais une annonce ferme de la fermeture du détroit sur les marches du détroit d'Ormuz, il y aura un impact immédiat sur les marchés boursiers. Absolument. Là, est-ce que ceci inciterait les investisseurs à se diriger vers l'or, par exemple, ou bien d'autres investissements? C'est-à-dire, c'est une situation très, très complexe. Maintenant, et certainement l'or, c'est toujours un refuge. Absolument. Mais maintenant, il y a beaucoup de paramètres. C'est-à-dire, le pétrodollar va s'affecter. Nous ne savons pas les répercussions
à quel point ils vont arriver. Certainement, le monde va se diriger vers l'or, mais l'or, ce n'est pas à propos, comme à tout, ça va, mais ce n'est pas une alternative à l'énergie, par exemple. Donc, il y a toujours ce problème d'énergie. Et Hormuz s'est fermé depuis 1 mois et quelques maintenant, et tout le monde souffre. Et on ne peut pas dire que c'est fermé quand même. Non, il laisse passer des navires, c'est-à-dire une quantité, un nombre de navires très petit. Il y a tellement de navires qui sont coincés là-dedans et ils ne peuvent pas sortir. Mais en principe, c'est déjà une grande panne. Et si on parle d'aujourd'hui, demain, ça peut aller. Mais si jamais ça continue, nous avons une catastrophe qui peut arriver d'ici 1 mois ou 2. Donc il vaut bien trouver des solutions pour que ce détroit ne soit pas bouché catégoriquement. Surtout avec les menaces continues de la part de Trump ou bien d'Israël de frapper les unités pétrolières en Iran. Ça va être une catastrophe ou bien c'est pas possible de faire? Peut-être, théoriquement c'est possible, mais on doit penser à la réaction de l'Iran. Oui. C'est-à-dire... Mais c'est exactement. C'est ça. Et M. Trump, il est guidé par M. Netanyahu. Et Trump, c'est une personnalité vraiment bizarre parce qu'il ne fait que mentir et il change. D'ailleurs, il commence un discours et il le termine par exactement 180 degrés de quoi il a commencé. Donc, on ne peut pas le croire. Et moi, à mon opinion, tous les manœuvres qu'il fait chaque jour, c'est pour son propre bénéfice. C'est-à-dire pour lui, ses enfants, ils font beaucoup d'argent pour, quand il dit je vais frapper, on ne parle pas de Trump maintenant, on parle de la situation, surtout dans le détroit de Hormuz. Quel impact la fermeture du détroit aurait-elle sur les chaînes d'approvisionnement mondiales? C'est-à-dire peut-être chaînes d'approvisionnement sur le plan nourriture, etc. Ne vont pas être endommagés, mais on parle de prix, parce que pour produire, il faut de l'énergie, et l'énergie, il y a 20% de l'énergie qui est emprisonnée, disons, dans le golfe arabe, et c'est ça qui rend la situation très, très, très dangereuse, parce que on ne peut pas continuer comme ça. Et malheureusement, le détroit, il y a disons des effets secondaires sur le plan mer Rouge, etc. Donc, encore une fois, ça affecte le passage de navires dans le canal de Suez, un tout petit peu, ce qui fait que vous parlez de chaînes d'approvisionnement qui doivent faire le tour de l'Afrique. Encore, ça va représenter un certain délai et puis ça va hausser les prix, probablement. Cette fermeture pourrait-elle entraîner une récession économique régionale? Pas seulement régionale, je pense internationale. Nous sommes en voie d'une récession. On commence à comparer avec 2008. Je pense que si jamais ça continue, ça va être pire. Mais disons, espérons bien que ça ne continue pas pour si longtemps. Mais oui, absolument. Une récession, on dit quoi? On appelle ça une inflation
une récession. C'est-à-dire des deux côtés, récession et inflation, et ce qui fait... c'est terrible. En bref, c'est terrible. Si on parle d'un point de vue positif maintenant, est-ce que cette fermeture pourrait-elle accélérer la transition énergétique vers énergie propre? Ou ça n'a rien à voir? Non, absolument. Mais ça va prendre du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas substituer ça par... voilà, je donne un exemple. Nous avons le soleil en Égypte. Oui. Si jamais aujourd'hui on commence à construire des stations solaires, ça va prendre du temps. Donc, mais nous parlons des répercussions dans 1, 2, 3 mois. Si on parle à long terme, peut-être 6 mois, 1 an, oui, on peut. Mais nous parlons d'un cas d'urgence qui doit être résolu aujourd'hui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais certainement. Est-ce que certains pays producteurs de pétrole dans la région tireraient-ils profit de cette crise? Je ne pense pas. Ce qui s'est passé dans les années 70. Oui, mais je veux dire que, voilà, nous parlons de 20% de la production. Donc, il y a beaucoup d'autres producteurs qui vont bénéficier des prix du pétrole. Quand ça a dépassé les $100, donc c'est pour la Russie, pour l'Amérique, etc. C'est intéressant. Et ils peuvent faire beaucoup d'argent à propos de ça. Mais dans la région, malheureusement, il n'y a pas tellement de producteurs. Et même la région est-méditerranéenne, il y a toujours des problèmes là-dedans. Je pourrais dire sinon, les producteurs de cette région pouvaient à la rigueur bénéficier, mais encore ils sont affectés. Donc un grand problème. Oui. Avec la crise du détroit d'Ormuz, on va parler d'un autre angle, telle est la sécurité énergétique mondiale qui traverse une crise sans précédent qui pousse de nombreuses nations à accélérer leur transition vers des solutions durables. Dans ce contexte, l'Égypte poursuit le développement de ses capacités d'énergie renouvelable avec le solaire et l'éolien qui prennent une place croissante soutenue notamment par le secteur privé. L'Égypte s'impose aujourd'hui comme acteur majeur des énergies renouvelables en Afrique. Selon le dernier bulletin trimestriel publié par l'autorité de l'énergie nouvelle et renouvelable, l'Égypte disposait de 9,1 gigawatts de capacités renouvelables installées au deuxième trimestre de l'année fiscale 2025-2026, contre 8,6 gigawatts une année auparavant. L'Égypte s'est distinguée par une réactivité stratégique en annonçant l'intégration de 2500 mégawatts supplémentaires issus de sources renouvelables d'ici l'été 2026 pour stabiliser son réseau national et réduire sa facture d'importation de combustible. Le gouvernement, sous la direction du Premier ministre Moustapha Madbouli et du ministre du Pétrole Karim Badawi, a intensifié ses investissements dans les parcs solaires et éoliens, considérant ces infrastructures comme le socle de la souveraineté nationale face au choc extérieur. D'autres nations suivent cette trajectoire car les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien offrent l'avantage d'être produites localement et d'être immunisées contre des tensions géopolitiques qui paralysent les routes maritimes internationales. Bien que la hausse des taux d'intérêt mondial complique le financement de ces projets à forte intensité de capital, le coût opérationnel des technologies vertes reste largement plus compétitif que celui du pétrole, dont les prix sont désormais dictés par les conflits régionaux. Le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a d'ailleurs souligné lors du récent sommet sur la croissance verte que la dépendance aux énergies fossiles fragilise la sécurité nationale et que seul le passage massif aux renouvelables peut protéger les budgets des ménages et des entreprises contre la volatilité chaotique d'un monde en crise. La fermeture du détroit d'Ormuz agit comme un catalyseur forcé pour une révolution énergétique mondiale où l'Égypte se positionne leader régional en transformant cette crise pétrolière en une opportunité de développement durable et de résilience structurelle
garantissant ainsi sa stabilité intérieure malgré les turbulences du marché international des hydrocarbures. Monsieur Raouf Gaffar, je rappelle que vous êtes expert en économie. On va parler Égypte maintenant. Comment l'Égypte peut-elle bénéficier de la tendance mondiale en faveur des énergies renouvelables? Nous avons le soleil. À mon opinion, l'énergie solaire, c'est un des atouts que l'Égypte peut utiliser sans plafond. C'est-à-dire... On doit en profiter, bien sûr. Absolument. Nous avons 360. Même on n'a pas besoin de soleil direct, on a besoin de lumière. Mais en principe, nous avons tout ce qu'il faut pour démarrer. Mieux vaut tard que jamais. Je pense que nos dirigeants comprennent ça et ont ça en tête. Et j'ai l'impression qu'on a juste commencé. C'est-à-dire, d'ici, espérons bien quelques mois, quelques années, nous pouvons compter sur peut-être un grand pourcentage de notre consommation, au moins à partir du soleil, énergie solaire, c'est-à-dire, et que ça augmente, on peut même couvrir une grande partie de notre consommation et exporter si jamais. Il y a tellement de choses qui peuvent s'établir à base de énergie propre solaire, etc. Et sur le plan prix, c'est toujours gouvernable, donc on peut contrôler les prix et ne pas dépendre totalement sur les autres carburants, etc. Une crise pareille, espérons bien que ça ne se répète pas, mais si jamais, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Qu'on soit bien préparé. Qu'on soit déjà préparé pour le scénario le plus pire. Oui. Quel rôle jouent les projets d'énergie solaire et éolienne dans le renforcement de la sécurité énergétique en Égypte, sachant que, selon le plan, on va dépasser les 30% vers l'an 2030, les 30% d'énergie propre, quoi. Bon, 30%, on parle de 30%. Mais après cette crise, je veux dire, on doit réviser un peu ce pourcentage et peut-être l'augmenter beaucoup plus. Mais c'est essentiel. Quand on a suffisamment d'énergie, c'est très important pour notre développement et il ne faut pas dépendre, parce que malheureusement, nous importons pas mal de pétrole et pas mal de gaz maintenant. Et quand on n'a pas ça en main, ça devient difficile. Alors, il faut absolument aller dans la direction. Nous avons le vent, nous avons certainement le soleil, et puis maintenant, avec les autres types d'énergie,
hydrogène, vert, etc., et bleu, il y a toujours la possibilité. On doit absolument, notre gouvernement doit mettre en tête d'aboutir à cette autosatisfaisance sur le plan énergie le plus tôt possible. Mais alors, quelles mesures devraient être prises pour encourager l'investissement dans les énergies propres en Égypte? C'est-à-dire, si jamais on a besoin de législation, pourquoi pas, on peut donner des vacances aux douanes, par exemple, exception de douane pour les parties qui sont importées, pas d'impôt pour... c'est-à-dire encourager les investisseurs, leur donner peut-être des prêts à intérêt favorable, etc. Parce que sur le long terme, c'est toujours bien pour le pays. Je suis sûr que si moi j'ai cette idée et on pense de cette manière, sans doute le gouvernement pense la même chose. Les crises géopolitiques pourraient-elles entraîner une plus grande réduction de la dépendance mondiale en pétrole dans les années à venir, à votre avis? On va apprendre à rationaliser notre consommation d'une manière ou d'une autre, dormir un peu plus tôt, peut-être, mais en général, il y a beaucoup de manières et de façons pour rationaliser ceci, mais en principe, certainement oui. Dans quelle mesure les énergies alternatives pourraient-elles modifier le paysage énergétique mondial au cours de la prochaine décennie? Si on parle d'environnement, certainement c'est 10 fois meilleur pour l'environnement si on utilise les énergies propres. Donc les bénéfices non seulement sont pour consommation d'énergie, etc., mais c'est pour le bien-être des individus. C'est-à-dire l'atmosphère sera plus propre, l'environnement sera plus propre, et nous allons pour une planète qui est beaucoup plus vivable qu'aujourd'hui. Oui, c'est clair. Et comment cette guerre entre les États-Unis, Israël, contre l'Iran, bien sûr, a-t-elle accéléré cette transition énergétique propre? Absolument. C'est-à-dire, nous avons toujours pensé qu'il y aura une sorte de confrontation entre Israël et l'Iran. Mais premièrement, je pense que on ne s'attendait pas à ce que ça traîne et ça prenne tellement de temps. On a toujours pensé, comme d'ailleurs tout le monde a dit, c'est une affaire de une semaine, quelques jours, même quand on a dit 4 semaines, maintenant nous sommes presque dans la 6e semaine et ça n'a pas l'air de se terminer prochain. J'espère bien que ça se termine maintenant, mais ça a pris du temps. C'est un témoignage qu'on doit faire attention à ce genre de choses complètement à l'improviste et toujours avoir un plan B pour des situations pareilles. Quelles sont les principales sources d'énergie alternatives sur lesquelles les pays en général cherchent à s'appuyer face à la volatilité du marché pétrolier? Il y a des choses qui ne sont pas peut-être saines pour l'environnement, comme le charbon, etc. Il y a toujours cette source. Mais en principe, les stations solaires, certainement. Nous avons des ressources d'eau, nous et autres, donc on peut utiliser l'eau pour avoir encore de l'énergie. Et puis, maintenant, il y a beaucoup de recherches, mais ce n'est pas sûr, pour, à partir de l'eau, hydrogène, oxygène, etc. Mais ce n'est encore l'expérimentation. Mais si jamais on se concentre sur le vent et le soleil et l'eau, les éléments essentiels,
pour beaucoup de pays, Égypte entre autres, on peut aboutir à des résultats excellents. Il y a beaucoup de pays, dans l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, alors qui se dirigent vers l'hydrogène vert. Alors, expliquez-nous, c'est quoi, quelle est l'importance de l'hydrogène, pourquoi on se dirige vers ça? Comme je viens de dire, l'eau, ça représente un pourcentage, un très grand pourcentage de la planète, absolument. Et puis, aujourd'hui, demain, après-demain, les carburants vont se terminer. Il n'y aura plus de pétrole. 10 ans, 20 ans, 50 ans, mais un pays doit penser au-delà. Alors, c'est une source disponible et on doit se concentrer sur les expérimentations, etc., pour arriver à une formule qui soit raisonnablement pas coûteuse et se diriger, ça va prendre du temps, mais au moins comme alternative dont le pourcentage de consommation augmente de façon à ce que quand on n'a plus les autres sources, on peut se diriger vers ceci. Oui. Quels sont alors les défis économiques et technologiques auxquels est confrontée la transition énergétique? On a besoin d'argent. Si jamais, donc on doit avoir recours à des, peut-être si on n'a pas, je parle d'Égypte, disons, on doit avoir un capital, donc les banques doivent, si jamais, financer, oui, bien sûr. Financer absolument, si jamais on a recours à des institutions financières internationales et diriger une partie de ces projets à long terme à partir de ces prêts, c'est le seul moyen. À part ça, tous les autres éléments sont disponibles, c'est-à-dire la main-d'œuvre est là. Je ne pense pas que, par exemple, sur le plan solaire, on a besoin d'une technologie avancée, donc on peut même développer notre propre énergie. Mais je pense que c'est le financement qui peut-être peut poser un problème, mais si jamais on encourage le secteur privé à commencer, on lui donne l'encouragement possible, je pense qu'on peut se développer sur cette route très, très rapidement. Je vous remercie beaucoup, Merci M. Raouf Ghaffar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Vous avez parlé en détail, surtout, de la sécurité énergétique mondiale et de la transition en énergie propre, et ainsi que de la fermeture du détroit d'Ormuz, ses répercussions sur l'énergie, sur l'économie de la région et mondiale en général. Je vous remercie beaucoup. Merci. C'est la fin de notre émission de Bonjour l'Égypte. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne journée. Au revoir.